Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, format exceptionnel s'il en est. J'ai eu le bonheur et l'opportunité d'avoir Mounir pour un court instant. Comment ça va Mounir aujourd'hui? Bah écoute, ça va et surtout je suis très content d'être là avec toi pour parler de ce sujet-là. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur et qui tient à cœur aussi à beaucoup d'investisseurs qui nous suivent, qui veulent avoir des réponses par rapport à ce sujet qui est le marchand, d'être marchand de biens ici à Dubaï. Ça crée beaucoup de fantasmes, on se pose beaucoup de questions et je pense que je vais être bien placé pour nous parler de ça. Bah écoute, avec plaisir, let's go. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qu'on a derrière nous là? Alors ici on a District One. Okay. Sur la phase 3, il faut savoir que District One a été lancé en 2013. En 2016, ils ont fait les premières livraisons sur la phase 1 et sur la phase 2. Donc on y retrouve essentiellement des villas. On va y retrouver des 4 chambres, des 5 chambres, des 6 chambres. Et ensuite, si tu veux, 2021, il y a eu le lancement de la phase 3 avec les résidences, donc les bâtiments et le lagon bien entendu, et aussi les villas, phase 3A, 3B, 3B extension. Là, on est sur la 3B extension qui a été livrée en janvier 2025. Donc la vraie question que tout le monde se pose, et même moi dans mes réseaux que les gens me posent, c'est tu prends une villa toute neuve, tu casses tout à l'intérieur, mais pourquoi tu le fais? T'es malade ou quoi? Alors que, regarde, la plupart des voisins, si tu regardes un petit peu aux alentours, on fait quoi? Ils ont fait un petit landscaping, donc un petit jardinage, ils ont meublé et ils se sont installés. Modifier la structure. Moi, j'ai cassé les salles de bain. J'ai remonté les plafonds, j'ai tout fait, ça on va le voir après. Et surtout, j'ai agrandi la piscine. Pourquoi? À ton avis? Il y a une stratégie. Tu vas pouvoir rentrer dans c'est les ça qui est détails. intéressant. Tu vas pouvoir rentrer dans les détails par rapport à ça. Donc District One, je l'explique un petit peu pour dégrossir pour ceux qui ne connaissent pas. On est sur le quartier de Médane, MBR plus précisément. C'est le quartier qui porte le nom du Shir, d'accord? Et ce qui fait la particularité de ce quartier, pourquoi il a été connu et reconnu, appelé même le quartier des stars pendant un moment, parce que tu as un grand lagon artificiel. Exactement. Et tu es super proche du centre aussi. Donc, Alors ouais, justement, en fait, le quartier, donc c'est Mohamed bin Rachid Al Maktoum City. C'est lancé par le promoteur Medan Group. Il faut savoir qu'au lancement, Medan Group était en partenariat avec Shoba également sur la partie construction des mansions, donc des palaces ici à District One face au lagon. Ok. Bon, je pense qu'on n'a plus qu'à aller à l'intérieur. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette villa? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors là, on est sur une villa 5 chambres. Okay. Comme je t'ai dit, on va retrouver des 4, 5 et 6 chambres aussi sur ce cluster-là. Donc là, c'est une 5 chambres type 2. Okay. C'est-à-dire qu'elle fait 635 mètres de superficie habitable sur un terrain de 735 mètres carrés. Ok, d'accord. Du coup, on est sur un R+1. D'accord, donc on n'a pas de sous-sol malheureusement, on n'a pas de rooftop malheureusement, mais le caméraman qui tient cette caméra a eu la chance d'aller sur le rooftop justement par la petite échelle. D'ailleurs, si tu veux aller, je t'en prie. Donc on a quand même une super jolie superficie habitable sur 2 étages. Okay, bien sûr. Bon, tu vas nous montrer ça, on va découvrir. Bah écoute, let's go, let's go. T'as combien de places de... 3 places de parking ici. Ouais. Du coup, à l'extérieur aussi, t'en as. Et puis voilà, c'est tout. Ok. Bon, on va regarder ce que tu comptes faire aussi pour la partie parking. Je pense que dans mes souvenirs, tu m'avais parlé un showroom. Voilà. Un showroom. Carrément, devant la villa. C'est simple, regarde Yanis. Chaque pas que tu poses sera changé. Donc tu vois, là, on a déjà tout cassé ici. Même ces marches-là, tu vois, pourtant, ça, c'est du marbre italien. Hein. Déjà qui a été livré par Nahil. Il faut savoir que Nahil a vraiment livré des matériaux nobles. C'est importé directement d'Italie. La cuisine, c'est une Nolte qui est importée d'Allemagne aussi. Donc il faut savoir que déjà, il y a quand même une certaine vision de qualité, un certain standard, exactement. Donc tout va être fait. D'accord. Bon, on va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail. On suit le guide. Tu nous présentes ça parce que c'est la première fois que je la vois, moi. C'est la première fois que je viens. Ah ouais, je savais pas. Belle hauteur sous plafond. Donc 7 mètres de hauteur sous plafond. Et justement, on va parler de ça, parce que pour moi, c'était très important, justement, tu vois, de remonter toute la hauteur sous plafond, enfin tout le plafond en tout cas, de la partie couloir et aussi salon. On a gagné 25 cm et ça fait une différence incroyable. Exactement, ça peut pas paraître énorme sur le papier, mais quand tu rentres dans la réalité, dedans, ouais, c'est sûr que... là je le remarque. Je remarque. Ok, d'accord. Donc présente-nous un petit peu. On arrive tout de suite sur la gauche. Bah, à Dubaï, appartement ou villa, on va toujours retrouver un toilette invité à chaque fois. Donc là, on va voir les escaliers. Donc la belle hauteur sous plafond, il y aura un super chandelier, justement. Oui, ça, j'en attendais pas moins de Exactement. toi. Un ascenseur. Quand t'as la flemme. Pas quand t'as la flemme, quand t'as des personnes âgées, par exemple, qui viennent, quand t'as de la famille, voilà, enfin, tout le monde n'a pas les prédispositions à pouvoir monter les escaliers, même si c'est un étage. Pour nous, c'est rien, on est encore un petit peu jeune, mais tu sais, ça passe vite. Il faut prévoir ses vieux jours. Donc là, il y a une première chambre d'invité. Ok, d'accord. C'est la guest bedroom. Sur la gauche, on a toute la partie technique, donc on va retrouver
la chambre de la maid, on va retrouver la cuisine fermée, donc la dirty kitchen, ça s'appelle, et la powder room, donc c'est également la salle justement où on va faire tout ce qui est machine à laver, séchage, repassage, etc. Ok, donc tu as 2 chambres. Une chambre ici à l'entrée et une maid de ce côté-là. Ok, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans le garage, on a également la driver room où on peut convertir aussi en un peu ce qu'on veut. D'ailleurs, je vais t'en parler. C'est justement la petite surprise. On peut un peu adapter la stratégie. Donc ouais, c'est souvent le cas. Ici à Dubaï, tu as une pièce pour le driver dans les grandes villas avec une pièce aussi pour la maid room qui s'occupe de tenir la maison. Et donc là, on arrive dans la partie salon qui est immense. Voilà. Alors, on a exactement 7 mètres sur 13 mètres. Donc, on a un salon de un peu plus de 80 mètres carrés. Oui, d'accord. Ça, c'est un appartement à part entière. Voilà. Donc, justement, alors, nous, on est sur une type 2 ici, tu vois, parce que tu m'as posé la question. Tu as également la type 1 qui va dissocier les espaces. Donc, dining room, donc partie salle à manger, living room, donc partie famille, partie vraiment sofa, enfin canapé, télé, etc. Et un petit patio. Moi, j'ai préféré justement la type 2 parce que tout était uni et tout était en un espace. Une vraie logique. Alors, je reviens un petit peu un point pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est que les types dans les appartements ou les villas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond? Alors, un type, en fait, c'est un plan d'appartement ou un plan de maison. La type 2, elle fait 6700 square feet, donc 635 mètres carrés. La type 1 fait 7400 square feet, donc 700 mètres carrés. Donc on peut se dire que sur le papier, c'est plus grand, mais si on regarde d'un point de vue ergonomie, utilité aussi, pratique en tout cas, et de goût, alors on va pas se mentir, moi je préfère la type 2 qui est un peu plus petite. Donc c'est pour ça que c'est important dès le départ de savoir qu'est-ce que tu achètes. Le plus grand n'est pas forcément le mieux. Ok, donc ça veut dire que moi, je suis investisseur. Quand je vais voir le promoteur sur des produits neufs comme ça, je peux choisir la typologie de mon appartement et de ma villa en fonction de mes… Et d'ailleurs, je vais te rajouter un élément, Yanis, aujourd'hui sur le marché de l'achat-revente, puisque si tu veux, on en parlera un petit peu après, pourquoi j'ai choisi ça, mais sur le marché de l'achat-revente, les types 2 sont plus recherchés que les types 1. D'accord. Très important, c'est pour ça que quand on parle du choix de l'unité, stratégiquement parlant, c'est super important. Ok, donc quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce grand salon? Qu'est-ce que c'est que tous ces travaux? Tu m'as parlé du plafond que tu es en train de rehausser, ça c'est incroyable déjà. Regarde ici, on peut voir l'ancienne hauteur sous plafond, d'accord, qu'on a dû garder pour la partie cuisine. Pourquoi? Parce que tu as toute la motorisation justement de la clim. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a cassé le plafond. On a retiré toutes les gaines de climatisation. On en a acheté des plus petites et surtout on les a remontées, ce qui nous a permis de gagner 25 cm. Et donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va changer là tous les luminaires. Le système de clim avant partait sur le côté, là on le met directement vers le bas. Donc tu peux voir, c'est un peu ce qu'on voit sur Pinterest, un petit peu aujourd'hui, tu vois, avec les systèmes de LED qui viennent. Voilà, donc là on est encore dans les travaux. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire? C'est diviser la partie salon et la partie salle à manger. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre une lumière naturelle. Et en dessous, on va avoir une lumière naturelle. Comment tu comptes faire ça? Alors, en fait, c'est une lumière qui donne l'effet d'être une lumière naturelle. D'accord. Tu vas faire un trou. Non, avec 2 vitres. Et je vais mettre des plantes au milieu. Comme ça, tu auras des espaces divisés, mais finalement réunis. Ok, d'accord. Donc, il y a une vraie. Il y a une vraie DA. Il y a une vraie DA que tu vas apporter et ça, tu vas pouvoir expliquer après par la suite. Donc, on a le grand salon qui donne directement sur l'espace jardin. En termes de superficie, d'extérieur, tu as combien là? Alors, juste te dire, ici j'ai combien, je ne pourrais pas te le dire, mais par contre, comme je t'ai dit, sur la partie totale, on a 735 mètres carrés. Ici, donc si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir dans les 25, ici on a quasiment 200 mètres carrés, entre 180 et 200 mètres carrés juste sur cette partie-là. Et c'était pas du tout comme ça quand tu as C'était pas comme ça, puisque la piscine, en fait, on l'a cassé, on l'a agrandi, on a rajouté un jacuzzi, on a rajouté un bras zéro, comme tu peux voir sur la gauche. On va aller voir, je pense, quand même. Ouais, tout de suite. Let's go. Ouais. C'est la première fois que j'y vais. Hein. Ah ouais? Allez, je t'en prie. Là, tu vas découvrir. Déjà, ça a bien bougé parce que je me souviens que tu m'avais montré des vidéos avant que tu partes en vacances. C'était pas du tout comme ça, j'avais juste un trou. Pas du tout. Là, il y a de l'eau déjà. Là, il y a de l'eau. Alors, incroyable. Pourquoi il y a de l'eau? Justement, puisque le carrelage, en fait, la pierre de Bali, puisqu'on va mettre une pierre de Bali finalement, était dans le garage. Et c'est ça que je voulais voir justement. Mais bon, on est arrivé là, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une étanchéité. Et quand tu fais une étanchéité, que ce soit dans les salles de bain ou que ce soit dans une piscine, après tu mets de l'eau pour voir si vraiment tout est consolidé, si tout va bien, etc. Ensuite, on va retirer l'eau, on va tout nettoyer et là, on va pouvoir poser la pierre de Bali que j'ai importée directement d'Italie. Bali, Italie. Ok, donc du coup, la piscine, tu l'as agrandie. Là, tu fais un espace bras zéro, tu nous as dit? Ouais, c'est ça. On peut appeler ça un salon hors sol, on peut appeler ça un bras zéro, on peut appeler ça
un salon tout court, un lounge. Ok. Et voilà, donc ici, donc, il y aura le fameux Brasero Ok. avec une télévision ici de 2,56 m de large sur 1,60 m de hauteur, avec un petit bar ici, tu vois, comme ça on pourra profiter des super matchs de la CAN, puisque on sait qu'on a la Coupe d'Afrique qui arrive prochainement. Et donc ici, on va retrouver le jacuzzi. Hein. Donc il faut savoir que, tu sais, on apprend tous les jours et on découvre des problèmes tous les jours. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivé et que j'ai vu ça, la dernière fois, on m'a dit qu'il n'y a pas de système de température pour remonter la chaleur. Chiller and cooler. Voilà, heating and cooling, il s'appelle exactement ici à Dubaï. Heating and cooling, et il n'y en avait pas. Et je pose la question, je dis, mais attends, mais moi j'ai demandé, parce que bien sûr, hein, qui dit travaux dit également problème, il faut savoir. Bien sûr, ça, et surtout à Dubaï, on en parlera après si tu veux, mais crois-moi que c'est pas facile de faire des travaux Bien sûr. dans le monde entier déjà, mais encore moins à Toujours Dubaï. des imprévus. Voilà, toujours des imprévus. Et là, ils n'avaient pas mis le système. Et comme tu vois, tout est déjà fait. Donc du coup, j'ai dit, vous vous débrouillez. Moi, il est hors de question que ma piscine ne soit pas réchauffée ou refroidie. Donc vous me rajoutez ce système-là. Donc là, ils ont trouvé une solution. Et pareil pour le jacuzzi. Et qu'est-ce qu'ils allaient me faire? Alors, ils allaient me faire un truc, et écoute bien. Ils allaient me relier le système du jacuzzi donc, avec le système de la piscine. C'est-à-dire que, en fait, ma piscine allait devenir un jacuzzi ou mon jacuzzi allait devenir une piscine. Tu vois? Donc, Interchangeable. exactement. Ok. Et donc, de cette partie-là, on va retrouver. Donc la partie à gauche, on va retrouver justement la pergola avec, il y aura une table à manger, il y aura également un petit salon aussi de ce côté-là. Et là, on retrouve la cuisine. D'ailleurs que je leur ai demandé de casser et de mettre contre le mur parce qu'ils allaient me mettre des plantes ici, tu sais, derrière un barbecue, c'est super bien, tu vois. Donc du coup, je leur ai demandé de tout casser et de me le mettre contre le mur. Ok, donc tu auras aussi une cuisine extérieure pour toute la partie barbecue. Cuisine Ça se retrouve, extérieure, beaucoup, exactement. ouais. Ok, c'est nickel pour la partie extérieure, c'est Attends, tiens, moi j'ai une question pour la partie cuisine extérieure. Toi, tu es plus team barbecue au gaz ou barbecue charbon? Charbon tous les jours. Charbon tous les jours? Le goût, il n'a rien à voir. Le goût n'a rien à voir, par contre, la logistique est beaucoup plus compliquée. Ça, je Parce me que moi j'ai appris ça, parce que tu as vu, là il fait chaud. Ouais. Est-ce que tu dois faire un barbecue au charbon tout de suite? Ouais, c'est tout un Alors qu'au travail. gaz, Ouais, hop, c'est un coup on comme est ça. d'accord. Généralement, ce qui est bon, ça demande plus de travail, c'est comme ça. Attends, les amis, j'ai trouvé le barbecue qui fait charbon et gaz. Que vous allumez votre charbon grâce au gaz. Si vous voulez faire que le gaz, vous pouvez également faire le gaz. Si vous en voulez un, il n'y en a qu'un seul dans le monde qui le fait. Je pourrais vous dire c'est lequel. Bon les amis, petit aparté, on est sur le chantier. Mounir n'a pas été là depuis un bout de temps, donc vous pouvez voir que il est utile et l'agréable. On est sur la partie casier, mais aussi il est en train de gérer plusieurs choses. Alors Mounir, désolé de t'interrompre, sorry brother. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Alors là, on vient de faire deux choses. On vient de choisir les joints de la salle de bain, puisqu'en fait, on a complètement cassé toutes les salles de bain des 4 chambres, enfin des 5 chambres finalement. Et donc, on a choisi la couleur des joints et finalement, on a trouvé, tu vois, un joint. Finalement, tout a son importance. Mais c'est vraiment un très beau, c'est une très belle faïence qu'on a acheté. C'est de la porcelaine qui nous vient d'Italie aussi. C'est du travertin. C'est vraiment très beau. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même aller sur un produit de qualité. Et surtout, maintenant, je dois choisir Vanity, comment on dit Vanity, tu sais, c'est les… Lavabo. Lavabo. Pas lavabo, tu sais ce que tu vois en dessous. Voilà, donc là, on doit choisir ça. Moi, il faut savoir que j'ai voilà, c'est ce matériau-là que j'ai. Okay. Ce matériel, pardon. Voilà. Et donc là, le choix va se faire entre du marbre, d'accord? Donc là, on a plusieurs modèles qui pourraient matcher éventuellement avec le marbre ou des cisoirs. This is porcelain also. Donc Same material. ça, on reste dans la porcelaine également, qui pourrait matcher, donc à voir. Ok, donc moi je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait le sens du détail il est poussé à fond quoi. En fait, le sens du détail est poussé à fond, mais regarde, tiens, viens voir. En fait, si tu veux, quand tu travailles sur un produit, tu vas faire des 3D, d'accord? Donc la 3D, on va essayer de te la rendre au maximum, on va dire le plus réaliste possible. Et c'est qu'après que tu vas choisir tes matériaux. Et en fonction des matériaux que tu vas choisir, bien sûr, même ton devis, il va changer. C'est-à-dire que Ça va s'affiner en fait. Exactement, c'est-à-dire que ici, si tu prends de la porcelaine ou tu prends du vrai travertin, de la vraie pierre, déjà même d'un point de vue technique, c'est super compliqué d'aller poser sur 7 mètres de hauteur du vrai travertin, parce qu'on est sur une épaisseur de quasiment 2 cm. oui. Même d'un point de vue technique, ça peut se fissurer, ça peut se casser. lourd, Tout ça, c'est important. Pareil ici, tu vois. Ici, moi, forcément, je me dis quoi? Je me dis, je vais mettre de la vraie pierre ici, je vais mettre du vrai bois ici. Mais tu vois, le vrai bois avec l'humidité de Dubaï, etc., est-ce que c'est le bon plan? Moi, j'ai un pote, il est constructeur en France et il me dit, non mais Mounir, tu devrais travailler avec des matériaux nobles. Oui, bien sûr, j'ai envie de travailler avec des matériaux nobles. Mais le bois, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, Ça.
Tu dois penser à la durabilité, à toutes ces choses-là. Les Exactement. éléments qui sont propres à Dubaï. Dubaï, c'est pas la France. La France, c'est pas Exactement. Dubaï. Donc oui, je veux travailler avec des matériaux nobles, je veux travailler avec les meilleurs matériaux, mais à un moment donné, il y a une réalité, c'est qu'à Dubaï, on a la chaleur, on a l'humidité, et l'entretien de tout ça sur des superficies comme celle-ci ne sont pas faciles non plus, tu vois. Donc ça, il faut le prendre en compte également quand on fait le design. Et aussi, il faut le savoir que tu peux acheter du matériel qui vient de Chine, du matériel local, du matériel importé également d'Europe, tu vois. Tu as 1001 options. Ça va beaucoup plus parler au niveau de la stratégie. Et du budget. Et du budget, bien évidemment. Surtout. Stratégie, investissement, plus-value. Ça, tu vas nous en parler. Sache que les renders sont magnifiques. Et Ouais. je pense qu'on va pouvoir les insérer dans la vidéo pour que les gens Ouais. puissent GG. voir en fonction des espaces qu'on montre là, pour l'instant, qui sont encore bruts, ce que ça va donner plus tard. Ok. Et tu nous expliqueras dans une deuxième partie qu'est-ce que tu cherches à faire concrètement, Bien quelle sûr. est ta stratégie, etc. Bien sûr. Donc il nous reste l'étage à voir. On va aller voir ça, mais en tout cas, les 7 mètres, ça, c'est magnifique. Voici Yanis, bienvenue dans la Family Living Room. Ok, tu as le living room du bas et le living room du haut. Ok, ici, ce qu'on va faire, c'est un espace plutôt cosy, un peu cinéma. Donc avec un beau canapé. Alors, on va casser la cuisine, on va la rendre plutôt en librairie. Et bien sûr, garder quand même un côté café, côté petit frigidaire, etc. Mais ce sera plus une librairie déco. Incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça, pour être honnête. Je m'attendais vraiment à arriver à avoir des couloirs qui donnent sur les chambres et tout. Et en fait, un espace living ici, c'est. Dans la plupart des villas, aujourd'hui, on retrouve ça. Et donc, surtout, on a créé un design assez sympa. À la différence, au lieu d'augmenter le plafond ici, on l'a fermé. Parce qu'avant, tu sais, il y avait l'espèce de ventilation très moche que la plupart des promoteurs font aujourd'hui. Donc, du coup, on l'a refermé pour avoir ce côté un peu plus design. Et surtout, ce que tu n'as pas vu, alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, c'est cette vue, puisqu'on on a un parc juste en face avec un terrain de basket. J'allais mettre quelques switches. Quelques petits paniers, comme tu sais, moi j'étais un grand amateur de basket. Exactement. De l'autre côté de la maison, on va retrouver un autre parc avec un terrain de tennis, espace jeu pour enfants. Et de l'autre côté des villas, on va retrouver un lagon juste pour les villas. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, donc ça, une fois de plus, on va en parler après, mais je pense Ouais. que c'était pas du hasard. C'est quelque chose que tu as ciblé particulièrement. Bien sûr. Donc si on a une chambre en bas, on va retrouver le reste des chambres. 4 aussi. chambres ici. Ouais, c'est Donc ça. tu as 3 chambres que j'ai dupliquées. D'accord. Donc on a quasiment les mêmes matériaux, c'est juste le design qui va un petit peu changer. Et j'ai la master bedroom, bien sûr, c'est celle de Bibi. C'est celle que j'ai voulu. La chambre du chef. La chambre du chef, celle que j'ai voulu confectionner un petit peu. Ah ouais, là tu es sur le billard. Ok, d'accord. Ici, il va y avoir un billard Voilà. avec l'espace un peu bibliothèque, etc. Exactement. Donc, tu optimises tout ça. Donc là on se retrouve dans la master bedroom, Yanis. Ok. Donc pareil, hein, on a refermé le plafond avec ces super luminaires. Je reconnais ton style là sur l'ouverture. Exactement. C'est du lumière. Donc là, c'est pour avoir une lumière naturelle depuis l'extérieur, c'est surtout donner un côté agrandissement, côté unique aussi. Donc comme tu vois à gauche, tu vas voir le dressing. Hein. Le walk-in closet. Exactement, le walk-in closet où on va retirer toutes ces portes. On va passer sur des portes vitrées avec allumage automatique, avec un tout petit îlot central. Et ici, on va avoir donc une partition en glace avec des plantes qui va délimiter la salle de bain et la chambre, mais avec cette même luminosité. Du travail d'orfèvre. Je suis impressionné par la taille de la master. Ouais, alors elle fait exactement, je peux te dire, elle fait 6,60 sur 5,08 m. Donc juste sur cette partie-là où on est sur plus de 30 mètres carrés. Ouais, c'est un studio. Ouais, c'est un studio, exactement. Master bedroom, c'est un studio. C'est un studio. Alors ici, pareil, hein, tu sais, on a eu beaucoup de choix, de possibilités. Tu sais, on aurait pu mettre un lit avec, tu sais, avec un petit pan de mur ici, avec une télé réversible. Je sais que c'est ce que tu as fait dans ce super podcast, enfin vlog du coup que tu as pu faire avec Manel sur la location Airbnb. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir à DFC. Mais donc ici, ils ont mis une télé que tu peux tourner. Donc tu peux mettre un salon de l'autre côté, un lit, etc. Bref, moi, j'ai pas fait ça parce que je veux garder le sentiment de grandeur, j'aime d'ouverture. Et voilà. Où est-ce que tu vas aller chercher ces inspirations-là? Où est-ce que tout à l'heure, tu as parlé de Pinterest. De quoi tu t'inspires quand tu vas chercher Alors, ça? moi, je vais être transparent. Hein. Moi, j'invente rien du tout, tu es d'accord? J'ai des personnes avec qui je travaille qui ont des très belles inspirations. Je m'en inspire de façon très concrète. De toute façon, aujourd'hui, je pense que tout le monde s'inspire. Hein. Personne ne crée absolument rien. Bien sûr, tu as des architectes qui ont une certaine créativité aujourd'hui, qui vont apporter un côté un peu différent, justement. Mais aujourd'hui, sur Pinterest, franchement, tu as tout. Mais voilà, nous, on travaille avec des personnes aujourd'hui qui sont très compétentes à Dubaï. Petite question, avant de passer à la suite, on va vraiment parler stratégique. Quand toi, tu fais une villa qui va quand même… Oui, c'est un investissement, mais c'est aussi potentiellement une villa dans laquelle tu vas vivre. Est-ce que du coup, tu l'articules autour de tes goûts à toi ou est-ce que tu essaies de rester quand même un petit peu mainstream dans le sens où avoir un produit qui plaît au plus grand nombre? Alors, tu vas me prendre pour un fou, mais chaque produit que j'achète, je fais comme si que j'allais m'y installer. Donc, en fait, d'un côté, je fais comme si que…
j'allais y vivre. Donc les choix que je fais sont forcément pour des end users, donc des personnes qui vont s'installer. Mais au fond de moi, tu sais, il y a cette petite part de finalement je vais revendre et je vais revendre cher. Ok. Tu vois, donc je me mets dans la peau du gars qui vient et qui kiffe et qui aime et tout. Des fois, je fais tout ça et boum, une proposition. On gagne un peu d'argent, on passe à autre chose. Parce qu'en fait, tu vois, cette aventure que là, je suis en train de vivre avec les travaux et tout, bah, moi, je kiffe ça. Ouais. Tu vois, le marchand de biens, il doit aimer ça. Au-delà du fait de gagner de l'argent, parce que bien sûr, on peut gagner de l'argent de différentes façons, était bien placé aujourd'hui pour le dire, mais marchand de biens, clairement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça coûte de l'argent, il faut faire les bons choix, la bonne unité, la bonne compagnie, etc. etc. C'est du grattage de tête. Voilà. Ok, d'accord. Bon, on va pouvoir s'asseoir un peu. Tu vas nous parler de ta stratégie à toi, ta vision. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as mal fait? Toutes ces choses-là. En fait, ta vie d'entrepreneur de l'immobilier. Parce que pour moi, vraiment, quand je vois ça, un produit comme ça, c'est ni plus ni moins que de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est-à-dire que c'est une petite entreprise que tu montes, que tu tournes, tu optimises, tu changes, tu bricoles, tu actualises. Et franchement, tu vas pouvoir nous en dire plus. Tu sais, les personnes qui font les travaux pètent un câble parce que je viens sur le chantier tous les jours. Donc voilà ce que C'est un je fais de projet mal qui pour tient à eux. cœur. Mais j'ai pas le choix. C'est vrai qu'on te voit moins au bureau ces derniers jours. Voilà, on me voit moi au bureau. Allez, viens, on va dérange parler de ça. Merci monsieur. Bon, on a fait le tour de la villa, on se rend compte des chantiers, un petit peu de où est-ce que ça en est. Déjà, tu n'es pas venu depuis un mois. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu n'es pas content, honnêtement? Ah bah oui, je suis très content, ça avance. Alors bien sûr, hein, ça avance jamais comme Comme on le voudrait. Forcément, on voudrait que ça aille toujours un petit peu plus vite. Mais bon, à un moment donné, il y a une réalité, hein, tu sais. Et il faut prendre le temps. Et surtout quand on veut faire un bon travail, un travail de qualité, il faut justement se laisser le temps. Alors moi, par exemple, tu vois, je vais te donner un élément. Moi, j'aime pas voir ça. Ouais. Parce que sur une villa à ce prix-là, t'en fais pas une déchetterie, tu vois. Et ça, par contre, moi, je trouve ça, tu vois, pour le côté, autant Dubaï, tu as des bons aspects, autant tu as des mauvais aspects. Et ça, tu vois, bah, mon pote qui a une boîte de BTP en France, Elle a été surpris de voir ça. non, mais il a pété un câble. Il m'a dit, normalement, tu mets une benne, la benne, vous videz à chaque fois dedans, et à chaque fois, la benne, chaque soir, elle part, elle est vidée, et le chantier, il est clean de chez clean, tu vois. Là, c'est malheureusement, bah non. Ça fait partie de la réalité du marché. Mais surtout, aujourd'hui. ça montre que le marché a de belles opportunités pour les personnes qui voudraient entreprendre. Oui, exactement. C'est qu'il y a encore des choses à faire à Dubaï. Bon, on va partir maintenant sur la partie un peu plus stratégie, chiffres. Tu vas Ouais. nous dire combien ça t'a coûté, qu'est-ce que tu vises, Bien sûr. quels sont les imprévus qu'on peut avoir et nous définir concrètement ce que tu as fait déjà en tant que marchand de biens et ce que tu comptes faire avec ce projet-là. Ok, super. Ok, let's go. Ok, go. Allez, on y va. Bon, Mounir, nous voilà de retour au bureau après une petite expédition sur le chantier. Tu as pu suivre un peu l'avancement, donc tu m'as dit que tu étais satisfait, c'est cool. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la partie chiffres. Je sais que tu es un homme de chiffres, des gros chiffres, tu vas nous expliquer un peu ta vision, ton mindset, les stratégies que tu mets en place pour que les gens qui réfléchissent peut-être à réaliser des investissements en tant que marchand de biens à Dubaï puissent se projeter et puis voilà, avoir ton retour d'expérience. Est-ce que ta casquette d'agent immobilier t'a beaucoup aidé dans ce domaine-là ou est-ce que tu en as beaucoup plus appris sur le terrain en tant qu'investisseur? On va parler de tout ça, d'accord? Donc déjà, ma première question, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent qu'est-ce qu'est un marchand de biens? Un marchand de biens, c'est de base trouver une bonne affaire, une pépite, la rénover et puis ou revendre ou mettre en location, donc optimiser le rendement à travers les travaux qu'on a fait. Voilà. Donc c'est vraiment toute cette partie de avant-après et c'est la création de valeur qu'on va faire à travers les travaux qu'on va effectuer. Donc bien sûr après, toutes les péripéties qu'on connaît à travers la construction, la rénovation, etc. etc. Mais littéralement c'est ça. Voilà. Optimiser du rendement ou aller chercher les meilleures plus-values possibles. D'accord, donc la case rénovation elle est obligatoire ou est-ce que des fois tu peux acheter un bien très bien et le revendre du coup avec une plus-value? Est-ce que ça aussi on peut le qualifier de marchand de biens? Non, moi je parlais plus de ça en tant qu'achat-revente. Ok. D'accord. Et donc là, ça. De toute façon, dans les deux cas, et justement, et c'est là que je voulais en arriver, c'est finalement, moi je ne suis pas un marchand de biens. Moi, c'est juste qu'à travers mes différents investissements, je me suis rendu compte que le marchand de biens rentrait dans ma typologie d'investisseur. Okay. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un avec le temps qui me suis découvert, d'accord, puisque on se forme à titre personnel, hein, on s'informe sur le marché, on regarde ce qui est possible, et je me suis rendu compte que acheter, mettre en location, pour moi, avoir des rendements locatifs, des rentes, en tout cas à mon niveau aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'excite.
C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que je veux. Même si tu me proposes du 10%, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être actif dans l'investissement. Au même titre que j'ai dit, notamment à mes prestataires avec qui je passe pour la réalisation de mes travaux, je leur ai dit clairement que je serai là tous les jours sur le chantier. Pas sur leur dos, sur le chantier à voir parce que je vais sûrement changer en cours de route. Alors attends, tu sais que tu as des cabinets qui refusent de travailler avec toi. J'en ai, je suis passé notamment, je vais parler avec des Russes, ils m'ont dit clairement non, on ne veut pas travailler comme ça. Moi, je veux quelqu'un qui soit avec moi au quotidien. À la demande. Quand j'appelle, on modifie s'il faut modifier puisque tu sais, même si on te fait une 3D, le fait d'y aller assez souvent, assez régulièrement, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ferais peut-être différemment et tout. Parce que te projeter, on sait le faire, mais c'est jamais mieux en vrai que… voilà. Et donc, quand tu suis les travaux, tu as toujours cette petite marge de manœuvre qui te permet justement de switcher à gauche ou à droite, tu vois. Ok, d'accord. Bon, je comprends un petit peu plus. Toi, tu es quelqu'un qui s'adapte beaucoup et tes idées, elles changent au fur et à mesure du projet, quoi. Tout le temps, tout le temps. Et de toute façon, je pense que l'adaptation, c'est un élément clé même en tant qu'entrepreneur, tu vois. Moi, je pense que c'est un de mes traits de caractère qui est très important et c'est vraiment aller… chercher toujours les meilleures solutions le plus rapidement possible, tu vois, que ce soit ou dans l'investissement ou à travers mes équipes ou à travers mon métier en tant qu'agent immobilier, en tant qu'entrepreneur. Si tu veux, l'adaptation pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'important. Ça doit faire partie de toi, ça doit être, je pense, en tout cas moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, m'adapter et c'est ce qui me challenge aussi au quotidien, tu vois, puisque j'aime justement ce renouveau, tu vois, aller chercher ce qu'il y a de mieux au quotidien, regarder ce qui se fait un petit peu à gauche, à droite. Et pas trop non plus, puisque tu sais, on veut toujours être le premier et pas être le suiveur. Donc voilà. Ok, je comprends. Ça me permet de voir un petit peu plus clair de ce côté-là. Maintenant, moi, je parle aussi beaucoup aux gens qui nous regardent, qui ne sont pas forcément ici à Dubaï. Quels conseils tu peux leur donner pour essayer de réaliser la meilleure opération possible? Et du coup, ma question qui suit, elle est corrélée. C'est est-ce que toi, du coup, ça a été facilité par ta casquette d'agent immobilier ou c'est deux choses qui sont quand même bien séparées? Alors, aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur et agent immobilier. Là-dessus, on est d'accord. Je suis également investisseur. Là-dessus, on est d'accord. Je vais donner juste un exemple. Là, j'ai trouvé une super affaire dans le sud de la France. Est-ce que c'est moi-même qui vais aller chercher l'affaire? Est-ce que c'est moi-même qui vais réaliser les travaux? Non. Le point le plus essentiel pour n'importe quel investisseur, c'est déjà de connaître son marché. Et même quand il connaît le marché, très souvent, il va faire appel à des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que lui. J'ai des personnes qui me sollicitent, moi ici à Dubaï, qui connaissent Dubaï, qui vivent à Dubaï, qui ont investi à Dubaï, mais qui n'ont pas fait les opérations que moi j'ai réalisées. Puisque la temporalité de ton investissement est un élément clé. T'en as qui vont parler en pourcentage, moi je parle en temps. La temporalité pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Il y en a qui vont te dire oui, moi j'ai réalisé 20% en 1 an et demi, 2 ans. J'ai fait 50% moi en 2-3 mois. Tu vois, donc la temporalité est un élément clé dans ton investissement. Et pour ça, la personne qui va te guider, qui va t'accompagner, va déterminer si ton investissement va être meilleur que les autres ou pas. Puisqu'au final, c'est ce qu'on recherche tous, un meilleur investissement. On veut toujours ce qu'il y a de mieux, optimiser. Donc, bien sûr, à Dubaï, tu feras de l'argent. Ah, bien sûr, tu vas gagner. Bien sûr, tu vas optimiser tes rendements, tu vas faire de la plus-value. Ok, mais est-ce que tu peux mieux faire? Et tu vois, ce mieux, cette différence, c'est la personne que tu as en face de toi, notamment moi, qui va déterminer, qui va faire en sorte que ton opération se déroule très bien. Donc déjà, il faut être bien entouré. Ensuite, même si on est bien entouré, il faut quand même se former parce que des charlatans, il y en a plein. Ouais. C'est important déjà de confirmer les infos que la personne nous donne. Tu vois? Responsabiliser l'investisseur. Merci. Oui, tu vas faire 30% en 2 mois après avoir acheté sur plan en achetant Ellington. Bon, ça, on l'a entendu à travers toutes les agences de Dubaï. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois, donc, vérifier quand même la source. Tu vois, donc, responsabiliser l'investisseur, comme tu as dit. Et ensuite, il faut passer à l'action rapidement. Ouais. Parce que, comme moi, tu vois, je vais rester sur mon exemple de France. Tu vois, c'est bizarre, hein, j'investis à Dubaï, mais je regarde aussi en France. Tu vois, là, j'ai une super opportunité, mais de fou, mais je dois me positionner rapidement. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Le coup de fusil, là aussi, le marchand de biens, c'est saisir une opportunité quand elle se présente. Exactement. Et la plus grosse problématique, tu sais, c'est quoi? Le coup de fil à un ami. Je vais appeler très souvent quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui connaît moins que la personne à qui je parle. Et cette personne-là va me désorienter. Un peu comme tu es en 3e, tu vois. Tu as peut-être un avenir tout tracé dans le BTP ou dans la mécanique. Non, eux vont t'envoyer sur la voie de la médecine. Tu vois, alors que tu ne seras pas fait pour ça. Tu vas peut-être perdre des années. Tu vois, je veux dire, c'est qu'il faut vraiment essayer d'optimiser ton temps puisque moi, je pense en tout cas que la seule chose qu'on ne peut pas monnayer dans la vie, c'est le temps. Donc finalement, c'est ce temps-là qui est précieux, qui a de la valeur. C'est pas l'argent, parce que créer de l'argent, on sait le faire. Mais créer du temps, on ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire. D'accord? C'est pas possible. Donc, optimiser le temps, donc forcément avoir les meilleures informations,
les meilleures sources, avoir les meilleurs partenaires, les meilleurs collaborateurs. C'est ça qui va faire en sorte que j'optimise au mieux mon temps. Et optimiser ce temps, c'est ce qui va te faire gagner le plus d'argent. Très bien. L'optimisation du temps. De toute façon, tu es dans une volonté d'optimisation constante. Je le Tout le vois temps. pas forcément dans ton investissement, mais aussi dans ta manière d'entreprendre, de travailler, d'échanger avec les gens. Très bien. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur la partie Mounir investisseur. Ouais. D'accord. Tes critères à toi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu te positionnes sur un bien plus qu'un autre? Quels sont les critères que tu vas observer? C'est quoi ce faisceau d'indices que tu utilises toi? Aller Qu'est-ce qui vite. pousse sur un Aller sur un vite. projet? Ok. Je dois aller vite. C'est tout. Donc, il faut que je trouve l'opportunité et ensuite, il faut que je transforme cette opportunité en une autre opportunité pour quelqu'un d'autre. Ok, j'ai une question qui va découler parce que je t'ai entendu souvent en parler. Je voudrais savoir c'est quoi ta position là-dessus. Est-ce que tu vas partir sur un bien qui te plaît ou est-ce que tu vas attendre vraiment de tomber sur l'opportunité, peu importe l'endroit? Est-ce que du coup l'affect rentre en compte ou vraiment tu es ouvert à toute opportunité et là tu évalues? Parce que je savais qu'il y avait des quartiers qui te parlaient plus que d'autres et que tu as des attachements à certains quartiers, certains projets. Il y a toujours cette partie un peu kiff qu'il faut toujours garder dans l'investissement. C'est ce que je dis à mes investisseurs, il faut aimer ce qu'on achète et aimer ce qu'on fait. Est-ce que toi aujourd'hui, pour optimiser justement cette stratégie de marchand de biens, tu vas être ouvert à tout ou est-ce que tu vas te focus sur quelque chose que tu aimes, un quartier qui te fait vibrer? Alors, c'est une très bonne question, ça, Yanis. Tu sais, très souvent, les gens n'aiment pas des choses qu'ils ne connaissent pas. D'accord? Donc, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puisque, je te donne un exemple. Je parlais avec un investisseur d'un fois, il me disait « Non, mais moi, j'aime pas ce quartier, il est trop loin. » En fait, c'est pas qu'il l'aime pas. C'est que quelqu'un lui a dit qu'il ne l'aimait pas. bien Mais sûr. juste qu'il ne le connaît pas. S'il ne l'a jamais vu, il ne peut pas savoir s'il aime Exactement. Regarde-toi aujourd'hui. Si je te dis comme ça, Jumeirah Golf Estate, bon, tu vas me dire, je ne connais pas. Mais en vrai, si tu voulais connaître, j'en suis sûr que tu aimerais Jumeirah Golf Estate. J'en suis sûr que tu le conseillerais, le Jumeirah Golf Estate. Et surtout, si je te dis qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'argent à Jumeirah Golf Estate, eh ben, tu serais le premier à amener tes investisseurs là-bas. Mais juste que tu ne connais pas. Tu vois? Donc, tu vois, l'être humain fait vite des raccourcis entre je ne connais pas et je n'aime pas. Tu vois? Donc, en vrai, tu apprends à aimer les choses. Regarde. À l'époque, tu sais, quand j'habitais encore en Ile-de-France, à un moment donné, moi j'avais une Golf, c'était une Golf 5. Et tu sais, quand la Golf 6 est sortie, tu sais ce que je me suis dit? Non, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre la Golf 5 et la Golf 6. Tu sais, c'est comme la F1. Je crois qu'il y a un nouveau qui sort, on se dit quoi? Mais très souvent, la réalité, c'est quoi? C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que propose le nouveau. Et très souvent, c'est parce qu'on n'a peut-être pas l'argent pour aller sur le nouveau. Tu vois, on se trouve des raisons et des excuses. Et en fait, on fait des raccourcis très rapidement. Donc, bien sûr que oui, j'ai envie de te dire que moi, je vais regarder les chiffres. Et bien sûr que oui, j'ai envie de te dire aussi que l'affect est aussi important. Parce que, au même titre que moi, je vais me projeter, un futur investisseur devra se projeter. Donc oui, c'est important. Mais pour moi, les éléments clés à mettre en avant… C'est quoi tes critères concrètement? Mon critère… Mounir, je ne parle pas de ce qu'il faut faire en général. La là, on parle demande. de toi. Mounir, c'est la demande. Ok. C'est simple. Je vais me focaliser sur la demande. C'est pour ça que j'ai investi à Downtown. C'est pour ça que j'ai investi à District One. C'est pour ça que j'avais investi également à Business Bay. C'est aussi pour ça que j'avais investi aussi à GLT. Tu vois? Donc, ces investissements-là, je sais qu'il y a de la demande. Maintenant, c'est juste qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, on a des chiffres, on a des plateformes, on a des éléments, des outils, oui, qui nous permettent de savoir où il y a de la demande. C'est clair, tu vois. Maintenant, tu vois, moi, d'un fois, il y a quelqu'un qui me dit non, mais moi, je vais investir à Al-Barari. Un client, il me dit je vais investir à Al-Barari. Je lui dis ok, Al-Barari, c'est super. Tu fais des plus-values de fou. Mais ce n'est pas parce que tu fais des plus-values de fou qu'il y a une demande de fou. Tu vois, faut faire attention. Le produit est beaucoup plus rare. C'est un produit niché. C'est un produit niché, mais le produit est beaucoup plus rare. Donc forcément, il y a moins de demandes. Mais étant donné que comme le produit rare est une demande qui est beaucoup plus faible, du coup, bah forcément, ça a créé de la valeur. Je vais parler de District One. Il me dit quoi? Non, mais moi, District One. Ok. Et bah, tu sais, le gars, il a pris un billet en express, il est venu, il a visité District One, et là, il veut se positionner à District One. C'est juste qu'il ne connaissait pas. Il a pris. Et District One aujourd'hui, en termes de demande, c'est beaucoup plus fort qu'Al-Barari. Et je kiffe Al-Barari. Je crois en Al-Barari. Je sais, tu m'en parles. Et c'est incroyable, Depuis que Al-Barari. je suis arrivé à DRN, tu parles d'Al-Barari. Exactement. Mais aujourd'hui, si tu regardes clairement les chiffres, la demande plus forte, elle est où sur les villas? À District One. Il faut regarder la liquidité de ton produit. Exactement. C'est vraiment un produit d'investissement. Voilà. Et à la même manière que quand tu ouvres un restaurant ou tout type de commerce, tu vas essayer de cibler une clientèle et c'est ça que tu vas aller chercher. Donc toi, Exactement. c'est ton critère principal. Moi, c'est la demande. Exactement. Il faut qu'il y ait de la demande. Pourquoi? Parce que si tu regardes, si tu prends en compte le premier élément que je t'ai donné, aller vite, tu prends en compte également la demande, bah, en fait, l'un va avec l'autre. Bien sûr. Parce que je ne peux pas aller vite dans un endroit qui est trop niché où il n'y a pas de demande. Bien sûr. Ça ne marche pas.
pas un produit trop exotique. Ok. Exactement. Ma question suivante, elle est très simple, Mounir. Aujourd'hui, tu es investisseur. Combien d'opérations de marchand de biens tu as réalisées à ce jour? Oula, je dirais presque une dizaine. Une petite dizaine. À part que, bon, comme tu sais, j'ai aussi une société à gérer, enfin plusieurs sociétés à gérer. Mais alors, je fais ça pour le plaisir, déjà avant tout. Bien sûr, ça m'a rapporté de l'argent. J'ai gagné pas mal d'argent grâce à ça. D'ailleurs, je connais ta prochaine question, c'est quelle est la plus grosse erreur que j'ai faite? Mais du coup, je pense que ma réponse de cette question-là va avec la réponse de cette question-là. C'est de ne pas avoir misé plus gros et d'un coup plus tôt. Ok. Voici ma plus grosse erreur que j'ai faite ici à Dubaï. C'est de ne pas avoir suffisamment cru en Dubaï. De ne pas avoir suffisamment cru en la vision de Dubaï. Tu sais pourquoi, encore une fois? Parce que je ne connaissais pas. Tu vois? Est-ce que tu penses que justement le fait d'augmenter ces mises, ça va en fonction des niveaux de connaissances et d'expérience que tu réalises? Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont les moyens, mais qui veulent d'abord passer par cette étape de prise de température, ce que je comprends, hein, parce que l'inconnu effraie, toujours, c'est normal. On se réfère à des marchés qu'on ne connaît pas, on a des biais de réflexion qui sont comme ça. Est-ce que tu penses que cette phase d'adaptation, elle n'est pas obligatoire? Concrètement, pour être à un instant T Moi, je dans l'ai le fait. bon mindset. Moi, je l'ai fait. Tu vois, la preuve, je sais pas, j'ai commencé avec un studio. Tu vois, je vais être transparent. Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette aujourd'hui. Mais comme aujourd'hui, je pense que beaucoup de tes investisseurs regrettent de ne pas avoir investi Bien sûr. plus et plus gros. Donc, finalement, tu sais, l'immobilier, tu ne peux pas te tromper. L'immobilier, aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus et plus souvent qu'il y a 10 et qu'il y a 20 ans. D'accord? Et pas qu'à Dubaï, dans le monde entier. Il y a une population qui augmente, ça c'est clair. Donc mathématiquement, il y a une plus forte demande. Maintenant, il y a des endroits qui sont soumis à des demandes encore plus fortes que d'autres. L'optimisation, on en a parlé tout à l'heure. Et Dubaï en fait partie aujourd'hui, clairement. Bon, je ne vais pas reparler parce que ce n'est pas le sujet. Mais moi, si tu veux, aujourd'hui, je continue d'investir et de plus en plus fort là où il y a de plus en plus d'opportunités. Aujourd'hui, quand on regarde tous les éléments que nous présente la vision du Cheikh Al Maktoum, bah, je pense que tout est clair, qu'on n'est pas du tout au sommet. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Le plus gros reste à venir. Je pense que le plus gros reste à venir. Et je pense qu'on n'est qu'au début d'une histoire qui est en train de se créer et surtout qu'on a l'occasion, on a l'opportunité de faire partie de cette histoire qu'ils sont en train de créer avec nous. Tu vois, Des acteurs. avant, les expats représentaient 85% de la population quand on était encore 3 millions. Là, on touche les 4 millions et aujourd'hui, les locaux représentent que 7%. Donc, il y a 93% d'expats. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point aujourd'hui le monde entier apporte de la valeur à Dubaï, à quel point le monde entier a besoin de Dubaï, se sent en sécurité à Dubaï. Et donc, mathématiquement, les gens qui ont de l'argent, qui viennent à Dubaï, et même ceux qui n'en ont pas, vont rechercher des quartiers demandés. Tu vois, proximité du Bourj, proximité de la mer, des quartiers avec beaucoup de verdure, des quartiers où on va retrouver des commerces, des quartiers surtout où il y aura des écoles. Tu vois, parce qu'Al-Barari, tu prends la carte de Dubaï, c'est au milieu de nulle part. Mais Al-Barari a été pensé, étant la localisation la plus verte de Dubaï, a été pensé à côté des écoles. Et aujourd'hui, Al-Barari, c'est là où vit la princesse de Dubaï. Tu vois. Donc, C'est une bulle à part, Al-Barari. Exactement. Tu n'as pas l'impression d'être à Dubaï, tu as l'impression d'être à Bali dans ce Exactement. alors, on va revenir en détail sur deux opérations qui, moi, m'ont marqué. C'est pour ça que je vais t'en parler. Que j'ai pu vivre en direct avec toi. Je t'ai accompagné sur les chantiers, j'ai vu ça. La première, c'est à Downtown. Ouais. Je me souviens, c'est pour être honnête avec toi, et je ne dis pas ça parce que c'est toi, c'est vraiment la première claque que moi j'ai pris quand j'ai vu le avant-après. Et en plus, moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Je suis quelqu'un où quand j'arrive dans un endroit en chantier et tout, etc., j'arrive pas à me projeter, à imaginer ça super beau, etc. Heureusement que tu n'es pas venu à la villa avant alors. Hein. Sinon, Je pense que et j'aurais- même maintenant en vrai, parce que tu sais que là il va y avoir un vrai avant. Voilà. Là, on sent le potentiel. Vraiment, je suis honnête avec toi, on voit les espaces, la luminosité. On voit que ça va être très clairement lourd dans les prochains jours. Mais par exemple, en parlant de Downtown, cette première opération, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les chiffres? Bien sûr. Comment s'est passée cette opération? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Et combien de temps t'as mis? Combien t'as fait? Bien sûr. Alors, c'est un bien que j'achète en 2023. Je l'achète au mois de mai, en mai 2023. Donc pour situer, on est proche vraiment du Burj Khalifa. Attends, tu sais qu'en mai 2023, j'achète un bien, en mai 2024, j'achète un bien, et en mai 2025, j'achète un autre bien. Toi, t'es un mec du mois de mai, toi. Je suis un mec du mois de mai. Bon, là, je sais que je dois partir en vacances. Non, alors, mai 2023, ouais. Alors, je trouve le bien, d'accord? Donc déjà, Est-ce que tu ciblais Downtown? Excuse-moi, parce que je vais te poser des questions pour vraiment resituer. Est-ce Complètement. qu'à la base, tu ciblais… Donc toi, tu étais sur Downtown. C'est pas un bien sur Downtown. J'aime Downtown. Ouais. Parce que, tu sais, j'aime bien dire une phrase, c'est que la mer, elle est partout, mais le Bourg, il est qu'à Downtown, tu vois.
Donc à partir de là, je me suis dit, il faut investir sur le Bourges. Et là, tu sais, donc à Downtown, donc quand tu arrives à Downtown, tu as forcément plein de bâtiments et tout, c'est super. Mais surtout, tu as le centre commercial, donc le mall, qui est le plus grand du monde, et tu as le Burj Khalifa qui est collé. Si tu regardes donc, autour des fontaines, parce que tu as aussi les fontaines, tu retrouves les anciens appartements, enfin les anciens bâtiments de Emaar. Et je me suis dit, tu sais, même avant de venir à Dubaï, un jour je me suis posé, je me suis assis au Palace Downtown et j'ai mangé, je me suis dit, un jour, moi, j'achèterai là-bas. Tu vois. Et finalement, c'est marrant parce qu'un jour, je me suis permis d'acheter là-bas. Et oui, donc, je ciblais Downtown, je voulais une vue incroyable, une vue sur les fontaines, une vue sur le Burj Khalifa, sur le mall. Pas trop non plus, parce que des fois, on pense que plus haut, c'est mieux. Justement, je voulais être plus bas pour avoir la verdure, les fontaines, depuis ma cuisine. Depuis le canapé, quoi. Voilà, donc faire attention, tu vois, encore une fois, ne pas écouter reçues, les ondus. Exactement. Donc, ouais, donc je cherche le bien. Je trouve un bien qui est 1,2 million. Je le négocie à 1 million d'euros, donc à 4 millions de dirhams. Je l'achète. En plus, je l'achète en crédit bancaire avec 60%. Tu lèves la dette. Exactement, je lève une dette de 60% de la banque, donc moi j'investis 40%, soit 400 000 euros sur 1 million d'euros. Ensuite, je passe par une société d'architecture, donc Ardiome, Mounia, qui me fait les travaux. Franchement, c'est des travaux magnifiques. Je paye entre 50 et 60 000 euros, j'ai plus les chiffres en tête exactement. Alors, l'histoire, elle est marrante sur cet appartement. On a à peu près, avec les frais de... Avec les frais de notaire, on est 1,1 million d'euros. on est sur 1,1 million d'euros, exactement. On est sur 1,1 million d'euros. Ça prend un petit peu de temps puisque bon, on est tombé sur des fêtes religieuses à Dubaï, on était sur l'été notamment, chose que je vis actuellement aussi avec la villa. On est sur l'été et tout, bon ça prend un petit peu de temps, je suis livré, alors on commence au mois de mai, l'acquisition, juin, je récupère les clés. Donc je suis livré entre septembre et octobre, donc ça prend 3-4 mois, donc ça va, c'est relativement rapide. Par contre, on casse tout. C'est ça, c'est ce que on casse tout. Ouais, justement. Tu as tout changé. Justement. Parce que c'est quand même un parti pris que tu as fait et j'étais un peu étonné parce que tu es parti dans un building plus ou moins ancien. Et ça m'a surpris de toi parce que tu as mis tout le temps ce qui est nouveau. Livré en 2007. Etc. Alors oui, mais il y a une réflexion là-dessus. Il y a une réflexion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un 2 chambres, puisque c'est un 2 chambres plus study, donc study, c'est un petit bureau. Tu prends les volumes que proposaient à l'époque les promoteurs, plus grands que ceux que proposent les mêmes promoteurs aujourd'hui. Donc en fait, les prix sont relativement les mêmes, ça augmente un peu, mais ce qui a changé, c'est la superficie, elle est plus petite. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, dans 20 ans, il n'y aura plus de différence entre le neuf et l'ancien. Les gens, ils vont rechercher quoi? La taille. La superficie. Donc du coup, il y a un moment donné où aujourd'hui, tu vends le neuf plus cher au mètre carré que l'ancien, mais en vrai, au même prix, mais demain, quand tout va être ancien, qu'est-ce qui coûtera plus cher? Parce qu'il n'y aura pas une correction, mais il y aura une stabilité du prix du mètre carré. Une uniformisation des prix. Exactement. Et donc là, par exemple, on va être, je sais pas, moi j'ai un truc tout bête, à 15 000 euros le mètre carré sur Downtown. Mais que ce soit, il n'y aura plus de nouveau ou d'ancien. Aujourd'hui, on compare le nouveau et l'ancien parce qu'on peut le comparer. C'est fini quasiment, il n'y a plus de lancement. Mais imagine-toi dans 20 ans, il n'y aura plus. Parce que là, on parle du neuf et de l'ancien. Oui, là, tu as une meilleure piscine. Oui, là, tu as mis ça. Oui, aujourd'hui. Mais dans 20 ans, tu as un appartement 2 chambres qui fait 150 mètres carrés d'un côté. Tu as un appartement 2 chambres qui fait 100 mètres carrés de l'autre. Bien sûr. Est-ce que tu penses que le 100 mètres carrés coûtera le même prix comme aujourd'hui que le 150 mètres carrés? Exactement. Donc moi, je suis parti de ce principe-là que nous, Européens, on aime les espaces, on aime les volumes, on aime les grands salons. Chose qu'on ne retrouve pas malheureusement sur le neuf, le récent, etc. Par contre, en contrepartie, tu as des belles commodités. Donc je suis parti là-dessus. Bâtiment livré en 2007. De toute façon, il n'y a pas trop de choses. Tu veux l'avoir du full vue fontaine. Premier cercle. Ouais. Voilà, il fallait prendre ça. Donc du coup, je suis parti là-dessus. On a fait une super réno. Ça a pris 3-4 mois. Fully furnished. Je m'installe dedans de octobre à janvier. Je kiffe. Franchement. C'était incroyable quand je venais. Et surtout, c'est marrant parce que ce qui est marrant, c'est que tu sais, tu es à Downtown, mais tu n'entends rien. Pourquoi? Parce que tu es en première ligne des fontaines, mais du coup, je crois que tu es en 3e ligne, finalement, ou 2e ligne, je ne sais plus, de la route. Tu n'entends rien, c'est calme, tu entends l'eau. Tu as l'impression d'être au bord de mer. C'est incroyable. Et la vue est extraordinaire. Je pense qu'on pourra trouver une photo de la vue que tu as. Ouais, on va mettre une petite vidéo là, ici. Je pense que. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vis un peu dedans et en fait, tu regardes un petit peu, tu sondes le marché. Et quand est-ce que tu sors le sniper pour tirer? Alors, vas-y, dis-nous tout. En fait, tu sais, comme moi, la villa aujourd'hui, elle est déjà en revente. Elle est en revente au prix que j'ai pas envie de vendre. Donc, moi, je dis quoi? Je dis à ce moment-là, moi, si je le mets à 1,3, 1,4, gagner 200-300 000 euros, c'est incroyable. On a un temps record. Donc, moi, je fais quoi? Je le mets à 1,5.
Je me dis quoi? Je me dis de toute façon, je sais que je ne vais pas le vendre. 1,5 million d'euros. Hein, 1,5 million d'euros. Les transactions, de toute façon, les plus hautes, déjà, elles étaient dans les 4 millions, 4 millions 2 pour la même série. On était à 1 million. 1 million, 1 million 50 000 euros. ouais. Voilà, 1 million, 1 million 50 000 euros. Tu parles en euros. Hein. Voilà, excuse-moi, je parle en euros, mais du coup, je me dis, bon, je le mets à 1,5 million, je sais que ça ne va pas se vendre. Donc moi, je le pose comme ça. Parce que tu n'étais pas pressé au final, tu étais Pas dedans, pressé, c'était bien. pas pressé. Et d'ailleurs, ça, c'est une grosse problématique d'ailleurs sur quand on est marchand de biens. À Downtown, c'est dans les quartiers matures comme ça. La grosse problématique, c'est justement les personnes qui annoncent des biens qui ne veulent pas vendre. Au-delà du fait que tu en as qui annoncent des biens et tu retrouves 3 fois les mêmes annonces, donc tu as l'impression qu'il y a 50 biens alors qu'en vrai, il n'y en a que 20. Voilà. Donc moi, je le mets à 1,5 et là, je commence à recevoir des offres à 1,3. Au prix où tu étais content déjà de vendre. Au coup, j'étais content. Ouais. Et je me dis, mais attends, moi, ça va, ça fait un mois que j'habite dedans. Bon, je vais pas le vendre tout de suite. Moi, je dis non, moi, je veux 1,5, c'est mort. Et à un moment donné, je reçois une offre à 1,4. J'accepte l'offre. Il faut savoir que j'accepte l'offre et que le jour du transfert, le mec me demande clairement d'annuler. Le jour du transfert, on est chez le notaire. Sur le bureau et retournement de Il me dit situation. comment on fait? Je dis bah normalement tu sais que tu dois payer 10%, donc 140 000 euros. C'est ça, parce que pour vous expliquer, lorsqu'on se lance dans le marché secondaire et qu'on va pour faire une transaction, que vous soyez acheteur ou vendeur, pour éviter justement ce type de situation, vous devez mettre en gros un chèque de caution de 10% de la somme de la transaction. En cas d'annulation, à la dernière minute, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, perdent les 10%. Donc c'est la loi qui s'applique à ce moment-là. Tu dis ça à l'acheteur, si tu te retires, les 10% ils sont déjà sur la table, tu perds tes 10%. Exactement, ces 10% finalement, ils sont obligatoires dans le contrat. Et donc il vient avec le chèque de banque de transaction, donc lui il est prêt à acheter. Et c'est marrant parce que lui c'est un constructeur ici à Dubaï. C'est un Syrien d'ailleurs qui est marié avec une Tunisienne qui est une actrice, grande actrice en Tunisie. Et c'est un achat qu'il faisait pour elle, mais elle a changé d'avis. Finalement, elle ne veut plus acheter à Downtown, elle va acheter maintenant à City Walk. Enfin, bref. D'accord. Donc finalement, on s'assoit sur la table, on négocie, il me donne 100 000 euros. Incroyable. Tu n'as pas besoin de faire de case, de dispute, etc. Enfin, toute la formalité administrative qu'on peut Il a un rencontrer. petit discount quand même, parce que si on parle de 10% du prix Oui, de vente. je retirais 40 000 euros. Ouais. Donc moi, je gagne 100 000 euros. Donc tu vois, les 100 000 euros de frais de DLD et d'aménagement, je les rembourse. Donc moi, prix d'acquisition 1 million. Et là, tu sais, moi, entre-temps, j'ai eu beaucoup de demandes. Des Américains, j'ai eu des Anglais, j'ai eu un peu de tout. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui se positionne. Donc c'est un Hollandais, si je ne dis pas de bêtises, un Hollandais, ouais, ou un Allemand, je ne sais plus, mais qui vient et qui pose 1,5 million. Donc je fais 500 000 euros en moins de 10 mois. Tout simplement. Plus les petits 100 000 de l'annulation. Non, 500 000 en tout, parce que du coup, okay. je suis de 1,1 finalement, mais je les efface. Donc 500 000 euros en tout. Donc je fais 50% de retour sur mon capital investi. Même pas, non plus, je fais 50% de retour sur investissement. Mais du coup, moi, ayant investi que 400 000 euros, puisque je suis passé par le biais de la banque, donc je suis sur 500 000 euros à peu près. Donc en fait, je fais 100% en moins d'un an. Magnifique, magnifique. Est-ce que brièvement, tu peux nous parler maintenant du The-Adresse dans lequel tu vis toi? Ouais, actuellement. Prix d'acquisition, prix sur le marché aujourd'hui. Comment tu as géré ça? Alors toujours levier bancaire. Prix d'acquisition, je suis sur du 1,8 à peu près. 1,8 million d'euros. 1,8 million d'euros. Donc j'ai aussi fait des travaux qui m'ont coûté après dans les 50-60 000 euros. Aujourd'hui, j'ai déjà eu des offres d'ailleurs à 2,1, 2,15 millions d'euros. Je n'ai pas revendu puisque c'est un produit coup de cœur. Maintenant, vu que je suis en train de penser à d'autres investissements, je suis en train de tourner un peu mes investissements, justement, notamment, tu sais, je t'ai parlé un peu, pas de la France, mais plus du côté maison, tu sais. Je suis attiré par les villas. Là, j'ai vraiment envie de faire de l'opération d'achat-revente sur les villas. J'ai des beaux secteurs à proposer ici à Dubaï. Donc, comme on dit, pour être convaincant, il faut être convaincu. Et du coup, je suis très convaincu. Donc là, je vais passer à l'action. Et du coup, ça, je pense que je t'en parlerai un jour. Ok, parfait. Donc là, pour résumer, on est à un point pour prix d'acquisition, prix sur le marché aujourd'hui. 1,8, prix sur le marché aujourd'hui, je serai sur les 2,1, 2,15, un peu moins de 2,2. Ok, on est sur 300, 400 000 euros de plus. Pour l'instant, on est sur 300 000 euros en 6 mois à peu près. En 6 mois, magnifique, tu cibles bien. À savoir que j'ai un levier bancaire aussi là-dessus. J'ai 70% qui est financé par la banque, donc moi je sors que 30% de ça. Tu limites le capital investi. Est-ce qu'un investisseur qui est aujourd'hui pas résident, il peut passer par ce type de stratégie? Par le levier bancaire, bien sûr. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Dubaï, on a une grosse panoplie, en tout cas, on a une grosse possibilité d'utiliser la banque. C'est déjà en tant que résident, en tant que non-résident aussi. En tant que non-résident, on peut avoir 50 jusqu'à 60%. Bien sûr, il faut des pièces justificatives. En tant que résident, on peut avoir jusqu'à 80-85%, sauf
si on est entrepreneur. Dans ce cas, c'est 60 à 70% par la banque. On peut lever également si on a déjà un bien. Par exemple, j'ai fait une super affaire à un pote. Lui, il a un bien qui est financé à 100%. On a utilisé donc 60% de la valeur estimée du bien, pas de la valeur d'acquisition. On a acheté une autre villa, finalement pour zéro, facile à payer les frais de notaire et les commissions. Et donc, du coup, il a un crédit sur la première, mais pas sur la deuxième. Et là, on va répéter l'opération avec la deuxième villa pour acheter une troisième villa. Tu vois. D'accord. Donc ça, je fais une aparté par rapport aux crédits qui se font ici. Il y a un système pour les biens qui sont déjà existants. Ce n'est pas forcément la même chose sur plan. D'accord. Il faut aujourd'hui, il n'est pas possible de faire un crédit sur des produits sur plan. Ça n'existe pas. Il faut que le bien soit livré. Ça commence à se faire. Ça commence à se faire justement. C'est ce que j'allais dire. Avec les gros promoteurs gouvernementaux notamment. Où il y a il y a des gages de sécurité. Très bien. Tu parlais de villa. Ça m'emmène à ma prochaine question. Comment s'opère ce switch et pourquoi entre appartement et villa? Est-ce que c'est parce que ton capital a augmenté ou est-ce que tu as compris qu'il y avait un marché qui était quand même beaucoup plus intéressant sur les villas? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, les deux. Déjà, je vais commencer par ton deuxième point. Oui, forcément, il y a une demande très forte aujourd'hui sur les maisons. C'est un produit beaucoup plus rare. Là, on parle de villas, mais on peut aussi parler des townhouses qui sont beaucoup plus abordables. Il y a 4-5 ans, on pouvait acheter une townhouse à 400 450 000 euros, notamment à Damak Lagoon. Aujourd'hui, on est entre 600 et 650 000 euros minimum. Et moi, je pense que ça va aller chercher les 1 million bientôt. C'est un produit rare, c'est un produit très demandé. Quand on quitte une vie qu'on avait en Europe ou n'importe où dans le monde et qu'on vient à Dubaï, on ne veut pas forcément aller en appartement. Donc, c'est un produit plus rare. Donc, forcément, j'en reviens encore à la demande qui va faire augmenter l'offre assez rapidement. Donc déjà, il y a une grosse augmentation. Il faut savoir que sur mes statistiques que j'ai pu faire moi-même, toutes les maisons, en règle générale, qui sont livrées dans les 6 mois, prennent 20% de valeur entre 6 mois, peu importe le prix, et remise des clés. Tu attends 6 mois d'après, tu passes de 20 à 30-35% de prise de valeur. Il y a une fenêtre de tir, il y a une fenêtre de tir incroyable entre H, handover, livraison, moins 6 mois, et handover. Pourquoi? Parce que justement, tu as l'éligibilité des crédits, donc du levier bancaire, des futurs end-users, puisque ceux qui viennent donner de la valeur au bien, c'est le produit émotionnel. Donc, je fais un crédit, je vais m'y installer, je ne suis pas là pour l'investissement, je ne suis pas en quête de rentabilité ni de plus-value, je veux me sentir bien. D'où ce que tu as dit tout à l'heure, le choix de l'unité. Le choix aussi de l'orientation, notamment, tu sais, par exemple, par rapport au soleil. Moi, ma villa que j'ai choisie, elle n'est pas orientée face au Burj Khalifa, qui serait orientée nord-est. Elle est orientée de l'autre côté, sud. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure exposition toute l'année. Pour la piscine, etc. Tu vois, aujourd'hui, si je fais des visites de mon cluster là, de District 1, les villas d'en face, tu as l'impression qu'elles sont mieux. Tu sais pourquoi? Parce que et tu vois le Burj Khalifa, et tu as le soleil, et tu es sur le parc. Rendez-vous en décembre. Tu as toujours le Burj, tu as le parc, ça ne bouge pas, mais tu n'as plus de soleil. Ça change tout. Et surtout que les visites, tu les fais quand? Généralement à Dubaï. Tu les fais plus en décembre qu'au mois d'août. Parce que les investisseurs arrivent justement sur la saison haute. Tu vois, donc il faut penser à tout ça. D'où, tu te rappelles ce que je te disais, justement, l'accompagnement. La personne qui va vraiment établir la stratégie. Gérer exactement ta stratégie. Aujourd'hui, de toute façon, nous, chez DRN, on vend une stratégie d'accompagnement. On ne vend plus un produit. C'est une réalité. Voilà. Ok, ça m'aide beaucoup. Maintenant, on va parler un petit peu plus chiffres. Tu nous as expliqué le choix du quartier de District 1, sa pertinence, aujourd'hui le succès qu'a un quartier comme District 1 et la demande qui est associée, donc c'est ça qui a motivé ton choix. Combien ça t'a coûté? Est-ce que tu es repassé une fois de plus par le levier bancaire? Et qu'est-ce que tu estimes en tant que gain par rapport à cette opération? Alors, c'est un bien qui coûte aujourd'hui, enfin, que j'ai acheté à 4,5 millions d'euros. Est-ce que tu as fait une bonne affaire? Ça, je te demande. Est-ce que l'affaire que toi, tu as fait, on peut la faire à nos clients? Est-ce que c'est quelque chose de très rare que tu as eu? C'était vraiment une opportunité ou c'est des choses qui peuvent se trouver, ça reste faisable? Alors, moi, il faut savoir que je me suis positionné sur une première villa qui en coûtait 5, qui était la villa juste à côté. Là, j'ai 50. Je me suis positionné, j'ai signé un compromis. D'ailleurs, j'ai réussi à en sortir parce que tu sais, avec mon expérience d'immobilier, je sais me sortir maintenant des compromis. Tu es dans le cas de figure du mec qui t'a donné 100 000 euros. À part que moi, j'ai donné 0. C'est l'arroseur arrosé. Exactement. Et donc, du coup, j'ai réussi à sortir de là. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé celle à côté à 4,5, donc 500 000 euros de moins. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que même celle à 5 était une bonne affaire. La bonne affaire, ce n'est pas qu'une histoire de prix. C'est une histoire de positionnement et d'unité.
puisque j'en reviens à ma demande. Tu vois, je préfère acheter plus cher un produit qui est très demandé que moins cher un produit qui coûte juste moins cher. Bien sûr, ouais. Forcément. Donc finalement, tu sais, la bonne affaire, c'était vraiment avoir cette unité-là. Donc bon, là, j'étais à côté de l'autre, donc forcément, avoir un meilleur prix était plus intéressant. Mais regarde la preuve, je me suis positionné sur l'autre. Tu vois. Donc moi, les gens qui me disent, ouais, je recherche un coup de fusil, il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas de coup de fusil parce que les personnes qui sont conscientes qu'ils ont des bonnes unités, les vendent. Tu vois. Donc, Au prix qu'ils souhaitent. Au prix qu'ils Ils souhaitent. savent qu'ils ont l'unité la plus demandée. Il n'y a aucun. Ça, je fais une fois de plus une aparté. Ne croyez pas que les meilleures unités des personnes vont être prises à la gorge. Un distress deal, c'est par rapport à la valeur sur le marché. Bien sûr. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais avoir un produit qui est ultra demandé, qui a pris une cote pas possible au prix d'acquisition. C'est pas possible. je vais te donner un exemple. Tiens, regarde. Si sur des billets, il va vous les donner. Exact. Bah regarde, j'ai la villa qui est en face de chez moi. Bon, faut savoir que moi j'en ai vendu une à 5,6 millions d'euros. La même que la mienne, juste en face. Donc déjà, ça donne une idée de combien j'ai acheté et combien ça pourrait. Ouais, ça justement, c'était ma question, Mounir, par rapport au market price. C'est-à-dire que toi- Attends, mais je vais revenir moi sur ton distress là. Ok. Tu vois, donc potentiellement déjà la mienne coûte ça. Faut savoir que j'ai une villa qui est en face de chez moi. Le gars a descendu le prix à 21 millions. Tu vois, descendu le prix à 21 millions. Il a acheté 10,5. Donc oui, il est en distress, comme tu dis, par rapport au prix du marché, qui en coûterait 22, 23, parce que même aujourd'hui, les propriétaires en demandent 24, 25. Donc oui, par rapport au marché, il est à 500 000, 1 million d'euros en dessous du prix du marché. Mais oui, il est au-dessus de moi et surtout, il est beaucoup plus au-dessus. Il ne va jamais vendre à 10,5 millions de dirhams son prix d'acquisition en 2021. Les gens ne sont pas barjots non plus. Et surtout que sur ce type de marché-là, vous avez affaire à des personnes qui ont de l'argent. Quand on dit distress, c'est juste parce que il a une autre voiture à acheter. Ou il a une autre ville à acheter. On ne parle pas d'un distress du gars qui est en train de se casser, tu vois. Non, pas du tout. Non. C'est un meilleur prix que le prix actuel du marché. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai eu. Et surtout, c'est ce que j'ai maintenant juste en face de chez moi. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle va vite être vendue. Ok, donc toi, tu rentres à 4 millions. 4,5. 4,5. Quel était le prix du marché normal 5. à ce moment? Ce que j'allais acheter. Tu as quand même une belle Oui. offre. Oui. C'est des choses qu'on peut encore avoir aujourd'hui ou c'est À ce encore prix-là évolué? Ouais. Non, à ce prix-là, il faut la District One West. Juste en face, villa livrée dans 1 an et demi. Et avec un potentiel de 1 à 2 millions d'euros de plus-value sur les 1 an et demi, 2 ans. D'accord, donc ça, on parlait de la fenêtre de tir, ça c'est super important. Donc tu rentres à 4,5, à combien vont te revenir les travaux une fois fini? Parce qu'après, c'est difficile à chiffrer. sûr. Je sais, tout à l'heure, tu m'as montré un carrelage qui coûtait 10 € le mètre carré, tu t'es orienté Sur un 100 euros le mètre carré. En fait, là, sur ma fenêtre de tir, je suis entre 300 et 400 000 euros les travaux complets intérieur-extérieur. D'accord, donc tu vas friser les 4,8, allez, quasiment les 5 millions. En fait, moi, le but était justement, tu vois, la différence finalement que j'ai négociée, pas d'avoir, donc c'est 350 000 euros à peu près, un petit peu plus, c'est justement de payer mes travaux pour ce prix-là. Ok. C'est ça mon objectif. Donc tu vas être dans cette enveloppe-là. Quelle est la stratégie de revente? Est-ce que tu vas faire comme le The Address, tu vas vivre dedans? Ou est-ce que tu attends une bonne offre? Parce que je sais que toi, tu es toujours vendeur. Si c'est le bon prix, tu es toujours vendeur. À Dubaï, tout le monde est toujours vendeur. Ça, mets-le bien en tête. J'ai déjà eu une offre à 5,5 millions d'euros. Ouais. D'accord. Je pense que même il aurait pu monter à 6 millions d'euros, honnêtement, parce qu'il est rentré dans la villa, il a vu, parce que je ne suis pas encore vendeur. Il faut savoir que sur District One Phase 1, il y a des maisons qui font la même superficie que la mienne, qui ont été upgrade, qui ont été vendues 8 millions d'euros. Comme la mienne. Plus vieille, moins sympa, parce que tu as vu, nous, ils ont quand même mis de la pierre à l'extérieur et tout, c'est quand même, voilà, il y a quand même un truc assez sympa. Donc voilà, donc il y a quand même, je pense, dans tous les cas, même si tu ne fais pas de travaux, tu gagnes de l'argent. Ok. Est-ce que tu as une temporalité, toi, pour la vente ou tu ne te fixes pas forcément d'objectif? Là, je ne pense pas à la vendre. Tu ne penses pas à la vente, tu vas Non, l'occuper? pour l'instant, je pense à terminer mes travaux. Ok. Qu'est-ce qui serait pour toi, donc toi, tu vas être à une enveloppe de 5 millions, qu'est-ce qui serait une réussite pour toi en termes de prix de revente 7. ou de valorisation? 7 millions. Ok. Alors, si je fais 2 millions d'euros en 1 an, c'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est extraordinaire de le faire, mais c'est quelque chose d'ordinaire à Dubaï. C'est ça qui est fou. Mais tu sais quoi? Je vais le faire. Je vais le faire. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai mis 40% de la valeur du bien, donc j'ai mis quasiment 2 millions d'euros. Du coup, je reviendrai sur mes 100% en 1 an. Donc, du coup, tu vois, les gens recherchent du 20-30%. Moi, je cherche beaucoup plus que ça. Tu vois, la temporalité, moi, c'est ça qui m'intéresse. Exactement. Est-ce que tu as un objectif après celui-là ou est-ce que quelle est ta vision par rapport à… En fait, c'est moi là, j'ai 40 ans, je pense un petit peu à ma retraite, donc j'ai envie de sécuriser à Dubaï, mais j'ai aussi peut-être envie de sécuriser, je sais pas, j'ai pensé dans le sud de la France, là je pars à Bali en vacances,
Alors là, il faut savoir, là on est en juillet, quand on tourne le podcast, donc moi je pars au mois d'août, donc je ne sais pas quand ça sortira, mais qu'on comprenne bien. Donc je suis en train de regarder également d'autres options, d'autres alternatives. Par contre, Dubaï, aujourd'hui, moi franchement, j'ai vraiment fait le tour et je pense qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Mais tu vois, là, je suis plus excité à accompagner des personnes à faire ce que moi je suis en train de faire. Notamment, j'accompagne aussi sur de la construction. Tu vois, j'ai vendu du terrain et là, j'accompagne sur de la construction. Tu as les contacts aussi pour ça? Ah bien sûr, oui, Des choses qu'on bureau a. d'études, constructeur, on travaille avec la municipalité également pour les approvals. Vraiment, on s'occupe de tout de A à Z ici. Eh ben, c'est parfait, c'est ce que je voulais vous dire aussi, vous investisseurs, c'est que lorsqu'on va vous amener sur un projet, vous conseiller sur un investissement, c'est qu'on a toujours les chiffres à l'appui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la spéculation, on va vous montrer des preuves, combien les terrains ont coûté, combien la construction va vous coûter, combien ça a été revendu, et ça c'est quelque chose de très tangible, de très factuel. En fait, réellement, si tu veux, on parle toujours de spéculation, mais le problème de cette spéculation, hein, tu vois, enfin, elle est, elle est belle cette spéculation à Dubaï, tu vois. C'est une belle spéculation, tu vois, parce que très souvent on connote spéculation avec négatif, Bien sûr. tu vois. Et donc ça peut être très positif aussi d'avoir Bien une sûr. belle spéculation ici à Dubaï. Donc ouais, non, moi en tout cas, je suis très content d'avoir fait ce vlog avec toi, Yanis. Exactement, plaisir partagé. Juste une dernière question pour finir en quelques mots. Un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le marchand de biens ici à Dubaï, à échelle, hein, toujours que ce soit pour 10, 15, 20, 1 million, tu lui dirais de commencer par quoi? Trouver le bon quartier, trouver la bonne unité, trouver le bon constructeur, avoir les bonnes autorisations, être sur le chantier tous les jours, enfin bref, par la DRN. Allez, à plus tard tout le monde, c'était un plaisir. À bientôt. Si vous avez des questions, des choses que vous voudrez aborder, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, je vous répondrai personnellement. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci Yanis.